Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, la célébration de Youm al-Ilm, la réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne, les travaux de la 4e session du comité d'association Algérie-Union européenne. Au Yémen, le médiateur de l'ONU Jamel Ben Omar jette l'éponge. Mali, 3 civils tués près de Gao dans le nord du Mali, dans une attaque suicide. Nous débutons ce journal avec la célébration de Youm al-Ilm qui coïncide avec l'anniversaire du décès de l'imam Ben Badis, réformiste, et l'ouverture de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe. Une cérémonie de recueillement a été organisée jeudi au cimetière de la famille d'Abdelhamid Ben Badis à Constantine, devant la tombe du fondateur de l'association des oulémas musulmans algériens. Les ministres de la Culture, Nadia Labadi, du Tourisme et de l'Artisanat, Nouriya Yamina Zarhouni, et de la Communication, Hamid Green, ainsi que les autorités de la Wilaya, plusieurs responsables locaux et l'ambassadeur d'Algérie au Caire, Nadir Larbaoui, ont déposé une gerbe de fleurs devant la tombe de Ben Badis avant de lire la Fatiha du Coran. Les ministres et les autorités locales se sont rendus aussitôt après la cérémonie à l'Université des sciences islamiques Amir Abdelkader, où ils devaient assister à une partie des festivités organisées à l'occasion de Youm al-Ilm. Par ailleurs, le Premier ministre Abdelmalek Sellel est attendu jeudi en début d'après-midi à Constantine, où il présidera au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika l'ouverture officielle de la manifestation. Constantine, capitale de la culture arabe 2015. M. Sellel inaugurera au cours de sa visite le nouveau salon d'honneur de l'aéroport international Mohamed Boudiaf et les palais de la culture Malek Haddad et Mohamed El-Eid Al-Khalifa entièrement réhabilités. Le Premier ministre inaugurera également l'hôtel de la chaîne internationale Marriott avant de présider en soirée au nom du chef de l'État la cérémonie d'ouverture officielle de la manifestation dans la nouvelle salle de spectacle de 3000 places qui sera également inaugurée pour l'occasion. Au volet politique, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel effectuera une visite de 2 jours à Madrid les 16 et 17 avril à l'invitation du secrétaire général d'État espagnol aux affaires étrangères, Ignacio Ibanez. Les discussions porteront sur les relations bilatérales et la situation dans la région, notamment au Sahel et en Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Au cours de son séjour, M. Messahel aura des entretiens avec de hauts responsables espagnols. Au programme de cette visite figure également la conférence qu'il donnera à Casa Arabe sur le thème de la sécurité régionale, ainsi que la rencontre avec les membres du think tank Elcano, dont les travaux de recherche portent sur les questions de stratégie internationale. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, a déclaré que la promotion de la sécurité collective dans l'espace sahélo-sahárien est un défi commun qu'il est impératif de relever en vue de mieux combattre le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité transnationale. La promotion de la sécurité dans l'espace sahélo-sahárien, conformément aux dispositions de l'architecture africaine de paix et de sécurité, est un défi commun que nous avons l'impératif de relever, a déclaré M. Chergui à l'ouverture des travaux de la 7e réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne. Il n'y a pas d'alternative à la coopération et à l'effort collectif face à la menace terroriste et criminelle, a-t-il insisté, soulignant que l'Union africaine continuera d'assumer pleinement le rôle qui est le sien dans cette entreprise. M. Chergui s'est félicité de l'évolution des pourparlers inclusifs intermaliens qui ont abouti au paraphe de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il convient d'amener la coordination des mouvements de l'Azawed à se joindre à l'accord. La situation sécuritaire reste encore une source de préoccupation avec la recrudescence des attaques terroristes contre les populations civiles et les forces internationales. Il faut renforcer la MINUSMA conformément aux résolutions de l'ONU et aux recommandations de la réunion ministérielle de Niamey. Il a indiqué aussi que des progrès notables ont été enregistrés dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. L'élection présidentielle tenue le 28 mars 2015 a été une source de grande fierté pour notre continent tout entier. En Libye, la situation politique et sécuritaire restait encore une source de grave préoccupation pour les pays de la région. Précision que l'UA, en étroite coopération avec les pays voisins de la Libye et en coordination avec les Nations Unies, poursuivait ses efforts en vue d'un règlement pacifique. Au sujet de la situation du Burkina Faso, M. Chergui a indiqué que la transition poursuivait son cours. Nous pouvons compter sur le sens des responsabilités. M. Chergui a salué par ailleurs l'Algérie, qui en accueillant cette réunion a réaffirmé encore une fois son engagement constant pour la promotion de la paix et de la sécurité sur notre continent. Cette réunion, qui se tient dans le cadre du processus de Nouakchott, a vu la participation de l'Algérie, des représentants du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Libye, du Mali, du Burkina Faso et de la Mauritanie, ainsi que des organisations régionales et internationales.
Concernant les relations avec l'Union européenne, les travaux de la 4e session du comité d'association Algérie-Union européenne se sont ouverts jeudi à Alger, avec l'objectif d'évaluer l'état de la coopération entre les deux parties durant les 10 années écoulées. La session examinera notamment les programmes d'appui de l'Union européenne au développement avant la tenue du conseil d'association au niveau ministériel prévu à Bruxelles le 19 mai, a déclaré le directeur de la coopération avec l'UE au ministère, Ali Mokarani. La session d'Alger réunit les hauts fonctionnaires de la délégation européenne conduite par le directeur exécutif des régions d'Afrique du Nord, Moyen-Orient et de la péninsule arabique, Hugues Mangarelli, et la délégation algérienne conduite par M. Mokarani. Le comité d'association évaluera l'état de la coopération durant les 10 années écoulées, passera en revue les programmes d'appui de l'UE au développement sectoriel, qui sont au nombre de 10 programmes, et procédera à une évaluation approfondie et globale sur l'état et les perspectives de la coopération Algérie-UE. La partie algérienne réitérera sa volonté de promouvoir une relation stratégique et un partenariat diversifié avec l'UE. Il s'agit particulièrement de l'accompagnement de la diversification de l'économie nationale à travers la promotion de l'exportation des hydrocarbures et l'utilisation des concessions accordées à l'Algérie dans le cadre de l'accord d'association d'accès au marché européen, a souligné M. Mokarani. Par ailleurs, la partie algérienne accorde de l'importance à la dimension humaine dans les relations Algérie-UE. Le comité d'association est un organe d'une nature horizontale dont le mandat est d'évaluer toute la coopération entre l'Algérie et l'UE. 7 sous-comités sectoriels traitent notamment des axes en relation avec le dialogue politique, le dossier sécuritaire et les droits de l'homme. Dans le cadre institutionnel et du suivi de la mise en œuvre de l'accord d'association, des groupes de travail ad hoc sont créés pour traiter des affaires sociales, de la coopération économique, des compensations commerciales et de l'énergie. Sur les changements climatiques, l'Algérie a un rôle essentiel dans la préparation de la conférence de Paris de décembre 2015 sur le climat, a indiqué jeudi à Alger le coprésident du comité de négociation de l'accord de Paris sur le climat, l'ambassadeur Ahmed Joglaf. L'Algérie a un rôle essentiel dans la préparation de la conférence de Paris sur le climat en tant que coprésidente avec les États-Unis d'Amérique, a indiqué M. Joglaf à la presse en marge de la conférence qu'il a animée sur les changements climatiques, enjeux et opportunités de la conférence de Paris sur le climat. Il a indiqué que l'Algérie, en tant que coprésident du comité de négociation de l'accord de Paris sur le climat, aura essayé de rassembler, de fédérer et de trouver des compromis avec l'ensemble des pays pour avoir un accord qui limitera le réchauffement climatique. L'Algérie a les mêmes intérêts avec un grand nombre de pays en matière notamment de désertification, mettant en exergue l'important rôle qu'aura joué l'Algérie pour que ce volet soit pris en considération dans l'accord. Dans le secteur de l'hydraulique, l'exécution du programme de soutien du secteur de l'eau et de l'assainissement O2 en partenariat avec l'Union européenne a atteint 99,5% en avril, a indiqué le directeur des ressources humaines au ministère des Ressources en eau, Naderi Ahmed. La directrice du programme O2 au ministère des Ressources en eau, Hamouche Hassina, a fait savoir que le soutien financier global du projet s'élève à 40 millions d'euros, dont 30 millions d'euros ont été alloués par l'UE et 1 milliard de dinars par l'Algérie. Le programme pilote, qui s'étalera jusqu'à septembre 2015, a réalisé des résultats importants en matière d'amélioration des capacités des ressources humaines de l'Office national de l'assainissement grâce à la formation pratique. S'agissant de la formation pratique des ressources humaines, 1031 cadres du ministère ont bénéficié d'une formation de 600 jours. Une vingtaine d'ingénieurs relevant de l'ONA ont bénéficié d'une formation spéciale sur les méthodes de formation des stagiaires, ingénierie de l'information. Le ministère compte envoyer des cadres pour suivre une formation dans la maîtrise des systèmes pédagogiques dans le cadre de l'objectif tracé, selon Mme Hamouche. L'ouverture des plis pour la réalisation du siège du centre de formation dans les métiers d'assainissement dans la wilaya de Boumerdes est prévue pour le 7 mai prochain. Le responsable des opérations de partenariat de la délégation de l'Union européenne a souligné l'importance du projet de par sa relation directe avec plusieurs secteurs, à l'instar du secteur de l'agriculture. Elle a, dans ce contexte, appelé à renforcer la transparence dans la gestion financière du projet et à améliorer la gestion participative avec les équipes de l'Office chargées de la formation. Nous entamons le volet international avec le Yémen, où le médiateur de l'ONU, Jamal Ben Omar, a donné sa démission, alors qu'une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite bombarde des positions de rebelles Houthis depuis plus de 3 semaines. Le diplomate de 58 ans, Jamal Ben Omar, a fait part de sa volonté de quitter son poste de conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour le Yémen. L'ONU a simplement annoncé que M. Ben Omar avait manifesté son souhait de changer d'affectation. Le Conseil de sécurité avait pourtant renouvelé mardi sa confiance à M. Ben Omar et adopté une résolution sommant les Houthis de quitter le pouvoir et leur imposant un embargo sur les armes. D'après les observateurs, il n'a pas su évaluer les objectifs des Houthis, contribuant ainsi à une dégradation de la situation au plan politique et sécuritaire, ce qui a plongé le pays dans une guerre civile
et conduit à une intervention régionale. M. Ben Omar était vivement critiqué par les partisans de M. Hadi et leurs alliés du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, qui lui reprochent d'avoir été dupés par les Houthis qui se sont engagés dans des pourparlers tout en poursuivant leur offensive militaire. Parmi les successeurs probables de M. Ben Omar figure en particulier l'actuel chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, le Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Sur le terrain, l'Arabie Saoudite a assuré au début de la 4e semaine de frappe n'avoir aucune intention de relâcher la pression militaire. Le vice-président yéménite en exil Khaled Bahah a exhorté jeudi les unités de forces de sécurité ralliées à la rébellion chiite à revenir dans le camp du gouvernement. Selon l'ONU, plus de 730 personnes ont été tuées et plus de 2000 blessés, dans une majorité de civils depuis le début de l'escalade du conflit. Human Rights Watch a affirmé jeudi que 31 civils avaient péri dans un raid de la coalition le 31 mars près de Hodeida, alors que jusqu'ici certaines sources attribuent l'attaque à des Houthis. Des témoins ont indiqué que les raids se sont poursuivis jeudi contre des positions Houthis à Aden, où les rebelles tentent de progresser en direction de la raffinerie située dans l'ouest de la ville. À Lisbonne, le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que le carnage devait cesser au Yémen afin d'empêcher Al-Qaïda de profiter de cette situation épouvantable. Au Mali, 3 civils ont été tués près de Gao dans le nord, dans une attaque suicide contre une base de l'ONU qui a fait 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens, illustrant l'instabilité persistante dans cette région. L'attaque la plus meurtrière contre la force de l'ONU en octobre s'était produite dans le même secteur d'Ansongo, frappant un convoi de ravitaillement du contingent nigérien qui avait perdu 9 soldats. En fin de matinée, un véhicule suicide a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA à Asongo, dans la région de Gao, alors qu'il tentait d'y pénétrer. L'explosion a provoqué la mort d'au moins 3 civils, 7 autres étant blessés. Le chef de la MINUSMA, Mongi Hamdi, a condamné cette attaque lâche et odieuse, se disant choqué que de valeureux soldats de la paix soient à nouveau pris pour cible ainsi que des civils innocents. La MINUSMA, qui compte actuellement quelques 11 000 hommes sur le terrain, dont près de 10 000 militaires et policiers, est considérée comme la plus dangereuse des missions de l'ONU en cours, avec près de 40 casques bleus tués depuis son déploiement en juillet 2013. La plupart des attaques contre l'ONU ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Human Rights Watch déplore que 2 ans après l'intervention militaire menée par la France dans le pays en crise, il règne toujours une anarchie et une insécurité généralisée. Cette nouvelle attaque coïncide avec une réunion prévue mercredi à Alger de l'équipe de médiation internationale au Mali, conduite par la diplomatie algérienne. La rébellion dominant Touareg du nord du Mali a rejeté la semaine dernière une invitation du médiateur algérien à paraffer l'accord de paix déjà signé le 1er mars par le camp gouvernemental. Au Soudan, les élections générales ont été prolongées à jeudi après une faible participation au scrutin qui devrait reconduire Omar al-Béchir à la tête de l'État, alors que 2 candidats se sont retirés, dénonçant des irrégularités. La commission électorale a décidé de repousser encore d'1 jour la fin des élections présidentielles et parlementaires, organisées initialement de lundi à mercredi, dans ce grand pays pauvre d'Afrique, gouverné depuis plus d'un quart de siècle par le général Bachir. Il est d'ores et déjà assuré d'être réélu, puisqu'il n'affronte que des candidats peu connus et que la majorité de l'opposition boycotte le scrutin. De ce fait, très peu d'électeurs se sont rendus aux urnes, en plus des problèmes administratifs et des violences qui ont perturbé ces deuxièmes élections multipartites depuis 1989. Au total, le vote a été perturbé dans près de 160 bureaux à travers le pays. Les candidats indépendants Omar Awad El-Karim et Ahmed Radi ont tous deux déclaré se retirer de l'élection, suite à des irrégularités constatées lors du scrutin. Le numéro 2 du parti d'opposition Oumma, Mariam El-Mahdi, a assuré pour sa part que le désintérêt manifesté pour une grande partie des 13,3 millions d'électeurs était attendu car le scrutin n'apportera aucun changement. M. Béchir est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide dans cette vaste région de l'ouest du Soudan, où selon l'ONU, au moins 300 000 personnes sont mortes et 2,5 millions ont dû fuir les violences. Le nombre de morts dans les rangs civils atteint 7 293, parmi lesquels 11 021 enfants. En Syrie, le bilan de la guerre a fait état de plus de 220 000 morts depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad le 15 mars 2011, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le nombre de morts dans les rangs civils atteint 67 293, parmi lesquels 11 021 enfants. Côté combattants anti-régime, 39 848 des personnes décédées sont des rebelles syriens et 28 253 sont des terroristes étrangers. Du côté des forces pro-régime, l'ONG dénombre 46 843 soldats morts, 34 872 miliciens des forces de défense nationale, 682 membres du Hezbollah chiite libanais et 2844 miliciens chiites venus d'autres pays. On estime le nombre de morts certainement plus élevé que les 220 000 comptabilisés. Le bilan ne comptabilise pas les quelques 20 000 disparus dont on ignore le sort. Pour rappel, le conflit syrien est entré le 15 mars dernier dans sa 5e année avec un bilan humanitaire dramatique. Environ 5 000 personnes ont péri dans les violences depuis ce dernier mois.
Sur le sujet de la crise ukrainienne, un ancien député Oleg Kalachnikov et un journaliste Oles Bouzina, ukrainiens pro-russes connus, ont été tués par balle mercredi et jeudi à Kiev. Avec eux, ce sont 6 personnes alliées de l'ex-président Viktor Yanukovych décédées dans des conditions suspectes en 2 mois. Le journaliste Oles Bouzina vient d'être tué non loin du centre-ville, a annoncé le conseiller du ministère de l'Intérieur, Anton Garashchenko. Des chaînes de télévision ukrainiennes montraient le corps ensanglanté de la victime à même le sol, en bas d'un immeuble près d'une aire de jeu. De nombreux policiers étaient présents sur le lieu du drame. Oles Bouzina, 45 ans, était chroniqueur avant de devenir le rédacteur en chef du quotidien Segodnia. Ce journal est financé par l'homme le plus riche du pays, Rinat Akhmetov, qui fut également le principal sponsor du Parti des régions, ex-formation du président pro-russe Viktor Yanukovych. Avant sa mort, le journaliste commentait souvent la crise ukrainienne sur les chaînes publiques russes. Il accusait les Ukrainiens de vouloir détruire la culture russe et était partisan de la fédéralisation de l'Ukraine. Mercredi soir, une autre personnalité de l'ancien gouvernement, l'ex-député du Parti des régions Oleg Kalachnikov, avait été retrouvé mort, tué par balle. La police a ouvert une enquête pour meurtre avec préméditation. Oleg Kalachnikov était connu pour avoir mobilisé de gros bras, soupçonné d'être payé par les autorités pour participer à des manifestations pro-Yanukovych afin de faire contrepoids à celle de l'opposition sur le Maïdan. Son meurtre et celui d'Oles Bouzina fait suite à une série de suicides présumés d'anciens hauts responsables du régime pro-russe. Concernant les relations entre la Russie et les pays occidentaux, les chefs de diplomatie des pays du G7 ont lié toute levée des sanctions économiques affectant la Russie au respect par Moscou des accords de Minsk pour un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de 7 grandes puissances économiques mondiales, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni et Japon, participaient à leur 2e réunion dans ce format sans la Russie, depuis l'exclusion de ce pays du G8, consécutive à l'annexion de la Crimée l'an dernier. Le G7 souligne le lien étroit entre une mise en œuvre complète des accords de Minsk par la Russie et les sanctions internationales. Il a affirmé qu'il était uni dans la conviction que le conflit en Ukraine ne peut être réglé que par des moyens diplomatiques. Il a appelé Moscou à prendre des mesures efficaces pour enrayer le soutien aux combattants séparatistes de l'Est de l'Ukraine à travers la frontière russe. Les accords de Minsk II, signés le 12 février, qui prévoient notamment un cessez-le-feu et un retrait des armes lourdes, ont permis une relative accalmie. Cependant, les combats se sont de nouveau intensifiés ces derniers jours, faisant de nombreuses victimes. Lundi soir à Berlin, les chefs des diplomaties allemandes, françaises, russes et ukrainiennes avaient expliqué leur vive inquiétude sur les violations du cessez-le-feu en Ukraine. Ils avaient souligné l'importance de l'ouverture d'un processus politique devant aboutir à l'organisation d'élections locales dans l'est du pays. Le conflit, qui oppose l'armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, a fait plus de 6 000 morts en un an. La Russie, frappée par une crise monétaire sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, subit désormais une crise économique qui fait suite à un an d'isolation croissante en raison de la crise ukrainienne, mais aussi de la chute des cours du pétrole, sa première source de revenus avec le gaz. Vladimir Poutine s'est efforcé jeudi de rassurer les Russes, affirmant que le pic des problèmes créés par les sanctions occidentales sur fond de crise ukrainienne était passé et que le pays en sortirait renforcé. Mais il a estimé que la Russie devait utiliser les sanctions pour atteindre de nouvelles limites de développement et corriger sa politique économique. Alerte au Mexique. Une source radioactive à usage industriel de l'iridium a été volée dans une camionnette au sud-est du pays ce mercredi. Très dangereuse, la disparition de cette substance inquiète les autorités qui redoutent l'utilisation que pourraient en faire les voleurs. Le vol a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans l'état de Tabasco, au sud-est du pays. Il a été signalé par une entreprise locale qui a précisé que l'iridium avait été volé dans une camionnette. L'alerte a aussitôt été donnée à la protection civile de 5 États du Mexique et les militaires du pays ont également été mobilisés. D'après la Commission de régulation nucléaire américaine, l'iridium-192 a été l'élément radioactif le plus volé aux États-Unis entre 1994 et 2005. Ces vols sont suivis de près car l'iridium-192 est un élément pouvant être utilisé pour la fabrication de bombes sales destinées à répandre des matériaux radioactifs lors de leur explosion. Ce n'est pas la première fois que des substances dangereuses sont volées au Mexique, mais à chaque fois, il a été établi que les voleurs voulaient seulement s'emparer des véhicules et ignoraient le caractère dangereux de leur contenu. Les cartels de la drogue mexicains et les bandes criminelles se sont récemment tournés vers des actions pouvant nuire à l'environnement. Les substances radioactives pourraient aussi faire l'objet d'un trafic, mais rien ne permet encore de l'affirmer. Selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, environ une trentaine de vols de sources radioactives sont enregistrés chaque année dans les 120 pays membres de l'agence. Au Moyen-Orient, comme conséquence directe des troubles dans la région, plus de 12 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, s'est alarmé mercredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en relevant néanmoins des progrès dans les efforts pour élargir la scolarisation. Ce chiffre n'inclut pas les enfants contraints à quitter l'école à cause des conflits en Syrie et en Irak.
Avec eux, le nombre d'enfants non scolarisés atteint 15 millions, précise l'UNICEF dans un rapport présenté à Beyrouth. Cette étude, préparée conjointement par l'UNICEF et l'UNESCO, salue les ressources considérables et le capital politique consacré à l'éducation au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie. Il relève que le nombre d'enfants non scolarisés dans les écoles primaires a chuté, souvent de moitié. Mais au cours des dernières années, aucun progrès n'a été enregistré. Quelques 4,3 millions d'enfants sont non scolarisés en primaire et 2,9 millions au collège. En outre, 5,1 millions d'enfants ne sont pas accueillis en maternelle, portant à 12,3 millions le nombre d'enfants non scolarisés, affirme le rapport. Ce chiffre représente environ 15% des enfants au Moyen-Orient en âge d'être scolarisés en préscolaire, primaire ou secondaire. Les raisons sont la pauvreté, comme les frais associés à la scolarisation, notamment les manuels et les uniformes, ou bien faire travailler les enfants pour des raisons financières. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.